OK, bon. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vais vous parler de quelques travaux récents sur les applications de périodes. J'ai plutôt procédé du particulier au général. Donc, je vais commencer par un exemple. Que vous connaissez tous probablement. C'est la famille des Legendre. Donc, c'est une famille de courbes elliptiques sur P à moins 3 points. Donc, les courbes elliptiques sont données par l'équation affine y au carré égale x moins 1, x moins s. Donc, pour chaque point qui n'est pas 0 à infini, vous avez une courbe elliptique. Et donc, on peut choisir une base de son premier groupe d'homologie. Gamma 1, gamma 2. Peut-être comme ça. Et donc, je peux choisir une base symplectique pour la forme d'intersection de cycles. Et donc, si je considère un petit ouvert comme ça, un ouvert contractible de points complexes, en fait, la cohomologie de toutes ces courbes est identifiée canoniquement. Et je peux prendre une base commune. Donc, je peux prendre gamma 1, gamma 2, et une base symplectique commune de toutes ces courbes sur cet ouvert. Mais par contre, ce qui va varier, c'est si je regarde la cohomologie à coefficient complexe. Là, à l'intérieur, j'ai une droite qui est engendrée par la différentielle holomorphe sur la courbe elliptique, donc dx sur y. Donc, je peux voir comme un élément de ces groupes de cohomologie. C'est l'élément qui envoie un cycle vers l'intégrale de ce cycle sur gamma, l'intégrale de cette forme sur gamma. Et donc, cette droite va varier quand je fais varier la courbe elliptique. Et donc, très concrètement, si j'écris l'élément oméga dans la base que j'ai choisie, donc les coefficients vont être les périodes de la forme oméga. Et ensuite, j'ai une condition de positivité. On sait que l'intégrale de oméga wedge oméga bar sur la courbe fois i est positive. Et dans cette condition, on va dire tout d'abord que les périodes sont non nulles. Et ensuite, je peux diviser par celui-là, par exemple. Et donc, la deuxième chose que ça implique, c'est que les quotients de deux périodes appartiennent au demi-plan de Poincaré. Donc, cette droite-là, à l'intérieur de la cohomologie complexe, est en fait déterminée par cet élément du demi-plan de Poincaré. Et comme ça, j'obtiens des applications locales, donc qui vont de l'ouvert U vers le demi-plan de Poincaré. Donc, c'est des fonctions multivaluées quand on tourne autour de 0 ou autour de 1. Je suis la base. Quand je reviens au point de départ, il y aura une transformation de SL2. Et donc, on peut calculer la monodromie de ces processus et on trouve le groupe gamma 2. Donc, gamma 2, c'est le sous-groupe de SL2 donné par les matrices qui sont congruentes à l'identité modulo 2. Ça va, comme ça. Donc, j'ai l'application quotient et en fait, cette application était juste définie localement.
mais je trouve une application globale quand je passe au quotient. Donc, c'est ça ce qui va être c'est notre premier exemple d'application de période. C'est un exemple très spécial parce que dans ce cas, ce qu'on trouve ici, c'est en fait les points complexes d'une variété algébrique. Donc ça, c'est les points complexes d'une variété algébrique, c'est une courbe modulaire. Et dans ce cas, l'application de période est même un isomorphisme. Donc en général, je vais expliquer les cas généraux maintenant, on va trouver donc ça va arriver dans certains quotients arithmétiques qui sont très rarement des variétés algébriques. Et donc, le but de l'exposé, c'est d'expliquer que, même si les cibles ne sont pas des variétés algébriques, ces applications sont algébriques en un certain sens. Alors, montez. Donc, quelle est la situation générale? En général. Donc, on va regarder des familles de variétés projectives lisses. Donc, je prends S, une variété lisse quasi projective. Et donc, une famille de variétés projectives lisses paramétrées par S. Donc, j'ai supposé par simplifier qu'il y a un plongement projectif commun. Et alors, la théorie de Hodge, le théorème fondamental de la théorie de Hodge, dit que la cohomologie, donc si je fixe un degré cohomologique, la cohomologie en degré K des fibres porte une structure de Hodge polarisée et pure de poids K. D'accord, donc je vais rappeler rapidement ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la donnée d'un groupe abélien de type fini. Et puis, on dirait sont complexifiés. Et donc, on se donne une décomposition des espaces HPQ. Donc, la condition pure de poids K, c'est que P plus Q égale K. Et ensuite, je peux faire agir la conjugation complexe sur les coefficients. Et donc, il y a la propriété de symétrie que les conjugués de HPQ, c'est HQP. Donc, dans les cas géométriques, il faut penser, ça c'est les classes qui peuvent être représentées par des formes où il y a P forme du type dz et Q forme du type dz bar. D'accord? Donc, ça c'est la donnée d'une structure de Hodge pure de poids K. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est une polarisation? Donc, c'est une forme bilinéaire sur cet espace. Qui est symétrique si K est impair et antisymétrique si K est pair. Et qui vérifie certaines conditions d'orthogonalité et de positivité par rapport à cette décomposition. Donc, pour expliquer ces conditions, il faut, la meilleure manière, c'est de considérer ce qu'on appelle la forme de Hodge. Donc, c'est une forme sur l'espace complexe. Qui est donné par
Bon, déjà, on va prendre les conjugués complexes du deuxième vecteur. Et ensuite, on fait agir, donc ça s'appelle l'opérateur de Weyl. Donc, c'est un opérateur qui agit sur HPQ comme multiplication par I puissance P moins Q. Donc, c'est une forme hermitienne. Et alors, les conditions d'être une polarisation, donc il y en a deux. La première, c'est que cette décomposition est orthogonale par rapport à cette forme. Donc, HUV égale 0 si UV sont dans des différents HPQ. Et la deuxième condition, c'est qu'elle est définie positive. Donc, HUU est strictement positif si U n'est pas nul. D'accord? Donc, c'est un peu l'analogue de la condition de positivité qui était là et qui nous a permis de dire que les quotients de période étaient dans le demi-plan de Poincaré. Donc, la cohomologie à coefficient entier de chaque fibre porte une telle structure. Et donc, les jeux, c'est de comprendre comment cette structure varie quand je fais varier la famille et de mettre toute cette information dans une application du même style que celle-là. Donc, pour ça, il faut que j'explique quel est le domaine d'arrivée de l'application de période. Donc, ça va être l'espace qui classifie les structures de Hodge possibles quand je fixe H, quand je fixe la forme et quand je fixe les dimensions des espaces. Donc, c'est ce qu'on appelle les domaines de période. Donc, ça, c'est l'ensemble des structures de Hodge pures de Poincaré sur HZ polarisé par la forme et avec un nombre de Hodge fixe. Donc, le nombre de Hodge, c'est les dimensions de ce espace. Donc, a priori, c'est juste un ensemble, mais en fait, on peut le munir d'une structure de variété complexe. Donc, pour faire ça, on va regarder comme un ouvert d'une variété projective, ça s'appelle le compact dual. Et l'idée, c'est que là, on va retenir les structures de Hodge qui vérifient juste la première propriété, qui, elle est algébrique. Et en fait, donc, la donnée de la structure de Hodge est l'équivalente si vous définissez Fp comme la somme de HRS avec R plus grand que P. Donc, c'est équivalent à se donner une filtration décroissante Fp. Et donc, cette propriété-là est équivalente à Fp en somme directe avec Mk plus 1 moins P conjugué. C'est tout. Et donc, ce qu'on fait, on regarde l'espace de filtration. Donc, ça, c'est filtration. Fp, qui vérifie 1. Et qui ont le bon nombre de Hodge, avec nombre de Hodge fixé. Donc ça, on peut le voir comment fermer dans un produit de Grassmannienne, donc le produit de Grassmannienne qui classifie ces filtrations, où on a imposé les conditions. Et donc, c'est une variété projective. Donc ça se définit par cette condition ouverte. Donc ça va être un ouvert dans cette variété. Et tout est lisse même, parce que c'est des espaces homogènes. Donc si j'appelle G les groupes d'automorphismes de H qui respectent la polarisation, en fait, pas compliqué de voir qu'il y a une action transitive des points complexes de G
sur cette variété, qui du coup est lisse. Et donc ça dit déjà que D, c'est une variété complexe. Et en plus, si on prend les points réels du groupe, c'est ouvert à respecter et l'action est transitive aussi. La condition avec la conjugaison, ça n'empêche pas le truc d'être algébrique complexe? Non, parce qu'on la formule comme orthogonalité par rapport à cette forme. Et alors, ça dit simplement que f p orthogonal, c'est f k plus 1 moins p. Si on formule par rapport à l'autre, il y a la conjugaison, effectivement. Non, ça, c'est orthogonal par rapport à Q. Non, il faut juste prendre la moitié du drapeau, c'est ce que ça dit, en gros. OK, donc montée, descente. Dans la conclusion, c'est que D est une variété complexe. Donc, c'est même un espace homogène. Donc, c'est le point complexe du groupe modulo les stabilisateurs d'un point. Mais en fait, ces stabilisateurs ne stabilisent pas seulement la forme quadratique, mais aussi la forme de Hodge. Et comme la forme de Hodge est une forme hermitienne définie positive, ça dit que c'est un sous-groupe compact. Okay, donc dans l'exemple qu'on avait au début, on avait le demi-plan des points carrés, qui est donc SL de DR, quotient SO2 DR. Et le compact dual, c'était des droites dans un espace complexe de dimension 2, donc c'est P1, qui est homogène pour SL de 2C. Voilà. Donc, là, j'ai expliqué ce qui va remplacer les demi-plans des points carrés dans le cas général. Donc, maintenant, comment on obtient l'application de période? Donc, j'ai ma variété, mon espace de paramètres S. On a besoin d'avoir les structures de Hodge sur un espace fixe. Donc, pour ça, il faut trivialiser ces groupes de cohomologie. La façon de faire ça, c'est de passer au revêtement universel. Donc, S bar, c'est le revêtement universel. Donc, ce groupe de cohomologie forme un système local. Quand je tire en arrière sur le revêtement universel, je peux penser que j'ai un groupe fixe, et la forme est fixe aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est pour chaque point, on va regarder la structure de Hodge sur cet espace fixe. Donc, comme ça, je trouve une application vers les domaines de période correspondants. F tilde. Donc, ça, c'est l'application qui associe S tilde à la structure de Hodge sur HK de la fibre. Et donc, deux points qui donnent la même image sont liés par l'action du rho fondamental. Les rho fondamentales respectent l'image de la monodromie respecte la forme. Donc, ça va arriver dans les points entiers du groupe. Et du coup, si je quotiente par les points entiers du groupe, j'obtiens une application de période sur la variété de départ. Donc, c'est ça les applications qu'on va regarder. Donc là, j'ai pris une famille de variétés pour simplifier, mais on peut prendre la notion abstraite de ça, c'est une variation de structure de Hodge, et ça donne lieu à une application de période exactement comme celle-ci.
Donc maintenant, l'espace de départ, c'est en fait c'est un espace analytique complexe. Donc il y a un peu de singularité, mais elles sont de type quotient, elles ne sont pas méchantes. Et si vous remplacez ça par un sous-groupe normal d'indices finis convenables, en fait, c'est vraiment une variété complexe. Et alors, bon, d'une certaine manière, les points de départ de l'histoire, c'est que ces espaces n'admettent presque jamais des structures de variété complexes. Donc, ça, c'est des structures de variété algébrique. Donc, fait, ces espaces ne sont presque jamais algébriques. Donc, presque jamais, ça veut dire essentiellement dès qu'on quitte le monde des variétés abéliennes, c'est-à-dire le monde où le poids est 1, ou des choses qui peuvent s'obtenir à partir des variétés abéliennes par des constructions tensorielles. Bon, dès qu'on n'est pas dans cette situation, ce ne sera pas une variété algébrique. Mais c'est une application holomorphe. Non, elle est holomorphe. Non, c'est une application holomorphe non algébrique. La variété S est elle-même très rarement compacte. Donc, a priori, c'est des applications qui pourraient avoir un comportement assez sauvage à l'infini. Et dont le but d'exposer, c'est d'expliquer que ce n'est pas le cas. Donc, on a un premier théorème dans cette direction. Donc, qui est dû à Baker, Brumbarb, Zimmermann. C'est que même si l'application n'est pas algébrique, parce que l'espace d'arrivée n'est pas, en fait, son image est algébrique. Donc, ça veut dire la chose suivante. Donc, il existe une variété quasi projective T, telle que j'ai une factorisation de l'application de période à travers T. Okay, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a une immersion fermée des points complexes de T dans ces quotients du domaine de période. Et là, cette application est induite par un morphisme algébrique dominant. Morphisme dominant de S dans T. Il démontre un énoncé très général où S, c'est un espace algébrique quelconque. Oui, donc phi, ça peut être n'importe quelle application holomorphe qui a des relèvements locaux et transversal. Voilà. Donc là, je discute seulement les cas S et lisse, mais le théorème est complètement général. Donc sa réponse, c'est la solution à une conjecture de Griffiths. Qui a formulé autour de 1970. Donc, l'image de l'application des périodes est algébrique. Pour le point entier, il y a aussi l'application de monodromie du cours fondamental de S, l'image est plus petite. On va se la définir dans notre cas d'Avazo. Si on prend le cours de monodromie à la place, La seule condition importante, c'est que ce soit un sous-groupe arithmétique.
Et il faut un sous-groupe arithmétique. Donc, je peux prendre n'importe quel sous-groupe arithmétique qui contient l'image de la monodromie. Non. OK. Donc, ce théorème repose sur, fondamentalement sur deux ingrédients qui utilisent l'o-minimalité. Donc, le premier ingrédient, c'est un théorème de Baker, Klingler, Zimmermann, qui dit que, donc je vais écrire l'énoncé, ensuite je passerai une bonne partie du temps qui reste à expliquer ce que ça veut dire et je ferai une esquisse de la preuve aussi, j'espère. Donc l'énoncé, c'est que l'application de période donc il allait comme ça. Est définissable dans la structure O minimale R1 exp. Voilà, donc je vais essayer J'essaie maintenant d'expliquer le sens de cette phrase. Donc, hier, on a eu un très joli exposé d'introduction à l'o-minimalité. Mais bon, comme le public est assez disjoint, je vais redire rapidement et de façon très minimale ce qu'il faut savoir. Donc, o-minimalité. Donc, j'essaie d'expliquer ce que c'est une structure o-minimale. Donc, ce qu'on va appeler structure, c'est une collection de sous-ensembles de Rn. C'est une collection Sn. Où Sn, c'est un ensemble de sous-ensembles de Rn. Donc, et c'est ça qu'on va appeler les ensembles définissables. Donc, ça va être les ensembles définissables. Donc, les éléments de cette collection, et qui vérifie les propriétés suivantes. Donc, je veux qu'elles contiennent les zéros de polynômes. Non, Sn contient les zéros de polynômes. Okay, ensuite, la deuxième condition, c'est une stabilité par rapport à des opérations qu'on a envie de faire avec les ensembles, donc réunion, intersection, complémentaire, produit cartésien, etc. Dans la deuxième condition, c'est Sn, disons la collection stable par union et intersection finie, complémentaire, produit cartésien, et projection linéaire. C'est-à-dire, vous prenez Rn plus 1 et vous projectez, par exemple, sur les m premières coordonnées. D'accord? Bon. Pas tout à fait la définition d'hier, j'espère qu'elle est équivalente. Donc,
des collections comme ça, on va appeler une structure. Les membres, c'est les ensembles définissables. Donc, vous voyez, ça contient les zéros des polynômes et c'est stable par ces opérations, donc ça contient tous les ensembles algébriques. Mais les ensembles algébriques ne font pas une structure. Par exemple, ce n'est pas stable par projection linéaire. Donc la plus petite structure, c'est celle des ensembles semi-algébriques. Donc ça, c'est celle où les ensembles, c'est les définissables, sont exactement les semi-algébriques. Donc c'est la plus petite. Et donc, on va dire qu'une structure est au minimal si donc on prend n égale 1, et donc on a les ensembles définissables, les sous-ensembles définissables de R, et on veut que ça soit les plus petits possibles, c'est-à-dire les mêmes que pour celle-là. Donc, au minimal, c'est-à-dire les définissables de R sont semi-algébriques, c'est-à-dire sont des unions finies des points et d'intervalles ouverts. D'accord? Non, bon, évidemment, R-alg est au minimal. Dans la question est comment on construit d'autres exemples. Et la façon comment ces ensembles arrivent, ça explique aussi les mots définissables. C'est que ce sont les ensembles qu'on peut définir par des formules de logique de premier ordre. Donc, il faut se donner des symboles. Et donc, ce qu'on va faire, on va choisir une collection de fonctions. Donc, f, c'est des fonctions de Rn dans R, donc n peut varier. Et donc, je peux créer une structure RF où les définissables sont les ensembles que je peux définir. Donc, définissables sont définissables par des formules de premier ordre. Donc, qui utilisent quoi? Qui utilisent la somme et les produits, la relation d'ordre des nombres réels, les constantes, c'est-à-dire les nombres réels, les fonctions d'un f. Et bon, puis les symboles de la logique, donc implication, et O, et puis les quantificateurs pour tout, il existe. Donc, premier ordre, c'est-à-dire que ces quantificateurs peuvent seulement porter sur le nombre réel. Merci. Ça, c'est le tableau 2. Là? Oui, j'ai oublié. Merci. Vous voyez, l'axiome de minimalité, ça exprime vraiment une tension. Donc, il faut d'un côté que les ensembles soient respectés par toutes ces opérations qui sont là, mais en même temps que les sous-ensembles définissables de R soient aussi simples que possible. Donc, en général, c'est compliqué de démontrer qu'une structure est au minimal.
les cas qu'on va utiliser. Bon, deux exemples. Donc, il y a Rexp, c'est-à-dire f consiste seulement dans la fonction exponentielle de R dans R. Dans cette structure-là, elle est au minimal. Donc, c'est un théorème de Wilkie. Mais l'énoncé est encore au tableau, donc celle qu'on va utiliser, c'est R en exp. Donc là, j'ai ajouté à l'exponentielle. Donc f, ça contient à l'exponentielle, comme avant. Mais aussi toutes ce qui s'appelle les fonctions analytiques, fonctions réelles analytiques restreintes. Donc, c'est des fonctions qui s'annulent en dehors de l'hypercube 0,1 puissance n. Donc, donc, je regarde toutes les fonctions de Rn dans R qui s'annulent en dehors de l'hypercube et qui sont restrictions d'une fonction analytique sur un voisinage ouvert de l'hypercube dans Rn. Donc, j'ajoute toutes ces fonctions, l'exponentielle. Donc, je regarde la collection des sous-ensembles qui sont définissables par des formules dans ce langage. Et cette structure est au minimal aussi. Donc, ça, c'est un théorème de Van der Vries et Miller. Donc, si on fait Rn tout court, elle est au minimal aussi. Et il n'y a aucune raison que quand je considère structure engendrée par 2 au minimal, elle soit au minimal aussi. D'accord, donc c'est ici qu'on va travailler. Donc maintenant qu'on a la notion d'ensemble définissable, on peut définir des fonctions définissables. Donc, ça veut dire que les graphes sont définissables. Et ensuite, on obtient une notion d'espace topologique ou des variétés réelles définissables. Donc, ce qui est important, c'est de demander que l'atlas soit fini. Donc, ce qui est crucial, c'est que les atlas sont finis. Okay, donc, qu'est-ce que c'est un espace topologique définissable? C'est un espace qui admet un recouvrement fini et puis sur chaque ouvert, on se donne un homéomorphisme avec un ensemble définissable de Rn dans une structure qu'on s'est fixée. Et puis, on demande que les applications de transition soient définissables aussi. OK, donc pour l'instant, on n'a fait que du réel. Si on veut faire des variétés complexes, bon, c'est facile. Donc, on regarde C puissance n comme R puissance 2n en prenant partie réelle imaginaire. Donc, on importe la notion de définissable d'ici. Et puis, les fonctions de base, ça va être les fonctions qui sont holomorphes et définissables. Donc, comme ça, je peux obtenir, par exemple, la notion de variété complexe définissable. Ou d'espace analytique complexe, etc. Bon, donc j'espère que ça explique un peu les mots structure au minimal R en exp. Donc, qu'est-ce que le théorème dit? Le théorème dit que je peux mettre sur la source et la cible de l'application de période, je peux mettre une structure disons d'espace topologique R en exp définissable de façon à ce que l'application soit définissable par rapport à l'atlas que je me suis donné. Donc, faisons la source d'abord. Ça, c'est facile, parce que dans ça, c'est une variété algébrique. Je peux recouvrir par un nombre fini d'ouvert affine.
Et donc, ça a une structure naturelle des variétés. En fait, elle est déjà définissable dans R-alge. Donc maintenant, dans la cible. Donc ça, c'est le premier théorème du papier de Baker, Klingler, Zimmermann. Non, il faut pas seulement se donner une structure R1X définissable sur ce genre de quotient. Il faut qu'elle soit fonctorielle, parce que c'est important pour les applications. Et il faut surtout que l'application de période ait une chance d'être définissable par rapport à cette structure. Donc, le théorème est plus général. Dans le théorème, c'est que dans les quotients arithmétiques, donc S, gamma, G, M, dans ces doubles quotients comme ça, dont j'ai expliqué. Donc, G, c'est la composante connexe des points réels d'un groupe algébrique, réductif et connexe sur Q. Donc, M, c'est un sous-groupe compact de G. Et gamma, c'est un sous-groupe arithmétique d'intersection des points rationnels avec G. OK, donc on est vraiment dans les cas de tout à l'heure, c'est un exemple très particulier de ça. Donc, rappelez-vous, ça c'était, on pouvait écrire les domaines de période comme ça, en prenant pour groupe les automorphismes de la forme bilinéaire. Et donc, j'ai pris gamma à tous les points entiers, mais j'aurais pu prendre un sous-groupe d'indices finis, par exemple. Donc, le théorème, c'est que les quotients arithmétiques comme ça admettent une structure fonctorielle des mots d'espace R alge définissable. Donc, vous remarquez, c'est encore définissable dans le monde semi-algébrique. Donc, R1X, ça va venir de l'application de période. Fonctoriel, ça veut dire que donc il y a des morphismes naturels entre ces genres de quotients qui sont induits par des morphismes des groupes algébriques qui respectent les réseaux et qui envoient M vers un conjugué. Et donc, ils vont devenir définissables dans R-alge aussi. Et c'est important, j'espère que vous allez voir pourquoi c'est important. OK, je pense que je peux effacer le théorème maintenant. Donc, très rapidement, idée de la preuve. Donc, la première remarque, c'est que G sur M est définissable. Ça, c'est parce qu'un groupe de réels compacts, c'est les points réels d'un sous-groupe algébrique de G. Et donc, on peut mettre une structure définissable sur les quotients.
Et donc, l'idée, c'est on va regarder dans le point clé, c'est qu'il existe un nombre fini. Il existe un nombre fini. Ce qui s'appelle les ensembles de Siegel. Dans G sur M, dont les images recouvrent ces quotients S gamma GM. Donc, on peut, ces ensembles, on peut même les prendre semi-algébriques, dans l'ensemble de Siegel semi-algébrique. tel que les images recouvrent les quotients. Donc, c'est là que l'hypothèse arithmétique joue un rôle essentiel. Et donc, du coup, on peut obtenir cet espace comme un quotient par une relation d'équivalence de l'union de ces ensembles. Et c'est ça qui... Bon, les quotients par ce genre de relations d'équivalence existent dans le monde définissable. Et c'est ça qui va donner la structure d'atlas fini. Donc, je fais un dessin dans le cas de H, que je ne suis pas capable de faire par cœur. Voyons. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un domaine fondamental pour l'action de gamma 2. Et donc, ce qu'on va choisir comme domaine de Siegel, dans ce cas, c'est un semi-algébrique comme ça. Donc, ça, c'est le domaine usuel pour l'action de gamma, de celle de D7. Et ensuite, on va prendre les conjugués par l'action de gamma 2 et un nombre fini vont couvrir les quotients. Donc, c'est ce genre de choses. Donc, je n'ai pas le temps de dire ce que c'est les ensembles de Siegel en général, mais je peux vous donner l'exemple de Siegel. Donc, je peux donner l'exemple du groupe GLN. Donc, dans le cas GLN, on a la décomposition d'Iwasawa, GLN de R. Donc, je peux écrire comme produit de matrice triangulaire supérieure avec 1 dans la diagonale, matrice diagonale, et puis des matrices orthogonales. Et donc, les ensembles de Siegel, c'est les images dans les quotients. Donc, dans ce cas, il s'agit de regarder ces quotients. Donc, c'est les images des ensembles où on borne la taille de ces entrées-là. Donc, on demande que toutes les entrées-là soient plus petites qu'un certain nombre réel A. Et ensuite, on demande que les quotients de deux entrées diagonales successifs soient plus grands que quelque chose. Donc, il faut interpréter en termes de théorie des groupes ce qui apparaît là, et ça donne la définition générale qui est beaucoup plus compliquée. Oui. En imposant la factorialité, ça donne l'unicité de ces structures Je ne sais pas. Tel que j'ai énoncé, peut-être pas. Là, en fait, une fois qu'on a construit comme ça, la propriété fondamentale, c'est que si on restreint aux ensembles de Siegel, la projection vers les quotients est définissable. Et peut-être si on ajoute les deux choses, bon, mais il faudrait que je réfléchisse. OK. Donc, j'avais très peur de ne pas avoir le temps de faire les choses. Donc, il reste 13 minutes. Donc, je vais vous dire rapidement, je vais vous faire un esquisse de preuve très rapide du théorème de définissibilité. Et ensuite, je finirai par expliquer comment ça implique une nouvelle preuve du résultat de Cattani de Lynn Kaplan sur l'algébricité lieu de Hodge. Donc, esquisse de preuve dans BKT, définissabilité de l'application de période.
Donc, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la réduction à une application de période locale. Non, S, c'est une variété lisse. On peut compactifier par un divisé à croisement normand. Et alors, localement, pour la topologie analytique, cette inclusion est comme l'inclusion d'un certain nombre de copies du polydisque pointé et puis polydisque usuel dans un polydisque puissance n. Et donc, comme S bar est compact, je peux couvrir par un nombre fini d'ouverts où la situation est de cette forme. Bon. Oui, merci. N-R, yeah. Merci. Les cas importants, c'est où il y a des trous, donc je peux en faisant ça, je peux me réduire au cas où j'ai une application du polydisque et pointé vers les quotients du domaine des périodes. D'accord? Donc, il suffit de voir que ça, c'est définissable. Donc, je vais considérer à nouveau les diagrammes où j'ai le revêtement universel et le relèvement de l'application des périodes. Donc là, j'ai les polydisques. Son revêtement universel, c'est énième puissance du demi-plan de Poincaré. Là, c'est l'application d'uniformisation, c'est exponentielle 2pi fois quelque chose sur chaque coordonnée. C'est ça la source de exp dans R en exp. Et ensuite, j'ai l'application des périodes relevées et puis les quotients. Et donc, cette application-là, elle n'est pas définissable. Mais si on restreint à un sous-ensemble convenable, qui est lui-même du type Siegel, donc je vais prendre l'ensemble des points de la partie réelle est entre 0 et 1, et la partie imaginaire est plus grand que 1. Et donc, la restriction de P à cet ensemble est R en exp définissable. Non, essentiellement, ce qu'il faut enlever, c'est la périodicité des exponentielles de débit qui n'existe pas dans le monde définissable. OK, donc ça, c'est définissable. Les polydisques est couvert par ça et en translaté, peut-être. Donc, il suffit de voir que ces deux applications-là sont définissables. Dans la première, ça utilise les résultats des théories de haute asymptotique dans le théorème de l'orbite nilpotente. Donc, cette restriction-là est R1 exp définissable. Bon, elle est même R1 définissable par le théorème de l'orbite nilpotente de Schmidt. Qui dit en gros, c'est une description du comportement de l'application des périodes en 0. D'accord? Donc ça dit en gros, si vous remplacez D par les compacts duals qu'on a tout à l'heure, on peut vraiment écrire l'application des périodes. Et l'écriture en coordonnées donne que cette structure de R en exp définissable. Et donc la quatrième partie, c'est de voir que la projection de l'image est définissable. Donc, on sait la structure définissable a été faite pour que la restriction à des ensembles de Siegel soit définissable. Mais par contre, il faut avoir un nombre fini à chaque fois. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que l'image de cet ensemble arrive dans un nombre fini d'ensemble de Siegel. Et ça, c'est super dur. Donc, l'étape cruciale de la preuve, c'est que ce truc est contenu dans un nombre fini
d'ensemble de Siegel de D. D'accord, donc pour n égale 1, c'est un résultat qui est dû à Schmidt. Donc c'est une conséquence du théorème de l'orbite SL2, donc ce qui vient après l'orbite nilpotente. Et donc ce qu'ils font Baker, Klingler, Zimmermann, c'est un argument très, très ingénieux de restriction des courbes et où on peut appliquer le théorème de Schmidt. Et donc, juste pour dire un mot sur ce qui intervient, donc là, j'ai les domaines de période. Et donc, je peux plonger G dans GLN et prendre, bon, peut-être après conjugation, prendre le compact maximal qui contient M. Et cette application, on la comprend bien. Donc, un point dans le domaine de période. Rappelez-vous, un point, c'est une structure de Hodge. Elle va être envoyée vers un point ici. Donc, ça, c'est l'espace de forme quadratique. Et ce point est exactement la forme de Hodge. C'est-à-dire, j'évalue la forme bilinéaire dans... Bon, là, les points sont conjugués, mais surtout, il y a l'opérateur de Weyl qui change par des puissances de I, et cet opérateur dépend de la structure de Hodge. Donc, en fait, ce qu'il suffit de voir, c'est que l'image de cette application est contenue dans un nombre fini d'ensembles de Siegel. Les ensembles de Siegel, ici, ben, je vous dis un peu comment ils sont faits, mais ce qui est important, c'est surtout qu'on peut les comprendre en termes de formes quadratiques. Donc, c'est des ensembles de formes quadratiques qui sont réduites au sens de Minkowski. Donc, il faut voir qu'on peut trouver une base de l'espace qui porte la structure de Hodge, telle que toutes ces formes sont réduites. Voilà. Et donc, ça utilise des estimés très fines sur la forme de Hodge qui sont dues à Kashiwara et Katani, Kaplan et Schmidt. OK, bon. Fin d'esquisse, donc je vais vous dire un mot sur un corollaire très joli de ce théorème de définissabilité de l'application de période. Et puis, on verra encore où l'hominimalité est utilisée. Donc, corollaire. Donc, c'est une nouvelle preuve de Katani de ligne Kaplan. Et ça dit que l'ailier de Hodge HL dans S est algébrique. Donc, l'ailier de Hodge, c'est le lieu des points tel que si vous regardez la structure de Hodge, moi j'étais dans les cas géométriques, donc vous regardez la structure de Hodge et tout ce qu'on peut obtenir en faisant des constructions tensorielles avec L et son dual, c'est le lieu où ça contient des classes de Hodge exceptionnelles. C'est-à-dire, bon, des classes de Hodge sont rares en général, mais il pourrait y en avoir qui existent dans toute la famille. Par exemple, si vous avez pris des variétés abéliennes qui ont un peu de multiplication réelle, par exemple, quelque chose comme ça. Mais il y a des points où on obtient des classes en plus. Et donc, ça c'est le lieu de Hodge. Donc, il n'est pas trop dur de voir qu'il est algébrique et analytique. Donc, bon, dans cette situation qui n'existe essentiellement jamais où S est compact, comment on conclurait qu'il est algébrique? C'est juste le théorème de Chow. Donc, c'est un analytique, un fermé analytique dans une variété projective. Donc, ce qui va remplacer le théorème de Chow? C'est le théorème de Chow au minimal.
qui dit que si je suis analytique et définissable par rapport à une certaine structure au minimal, alors je suis algébrique. Si, c'est une union de nombres A, de sous-variétés algébriques irréductibles. Merci. Donc, il faut voir que ce lieu est définissable. Et donc là, ce qu'on peut, en fait, ce lieu, on peut l'écrire comme une réunion des pré-images de l'application de période, par l'application de période, qui est définissable par le théorème. En fait, certains quotients arithmétiques qui sont de la même forme que ceux qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc, essentiellement, il y a un groupe de Manfortet génériques dans la variation de structure de Hodge. Et donc, ça, c'est tous les groupes de Manfortet plus petits qui peuvent apparaître et qui vont donner lieu à des classes exceptionnelles. Donc, ça c'est définissable par les théorèmes qui donnent la structure définissable. C'est là que la fonctorialité apparaît. Ensuite, l'application de période définissable, donc ça pré-image aussi. Non, analytique plus définissable. J'ai oublié de dire, donc ça c'est un théorème de Petersil-Startsenko. Donc ça implique que chaque composante irréductible est en fait algébrique. Voilà, donc ça c'est le théorème de Chow au minimal. Et l'ingrédient nouveau essentiel dans le théorème d'algébricité de l'image de PO, c'est un théorème Gaga au minimal, qui dit que donc, si j'ai un espace algébrique, je peux lui associer un espace définissable. Et dans le théorème Gaga classique, c'est énoncé que les faisceaux cohérents sur une variété sont alétifiés, ça fait des catégories équivalentes. Donc là, j'ai un fondeur qui n'est pas une équivalence de catégories, mais qui est pleinement fidèle, exact, et l'image est stable par sous-objet et quotient. Et bon, ça suffit, c'est comme ça qu'on algébrise des fibres en droite qui sont naturellement définissables. On obtient petit à petit la structure algébrique de l'image d'application. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'on sait dire quelque chose sur la définissabilité ou la non-définissabilité sur RA ou RX, par exemple? De l'application de période. Parce que la source et la cible sont définies sur RALS. Je soupçonne que on doit pouvoir dire qu'elle n'est pas définissable. Hein. C'est vrai que X apparaît juste dans ce revêtement universel, mais ça, je crois que c'est assez essentiel. Je vais peut-être dire une question extrêmement intéressante, c'est si je commence par une variation de structure de Hodge de ce type géométrique qui est définie sur QR. Donc, ce théorème donne seulement l'algébricité sur C. Donc, la question est de savoir si ces lieux sont définis sur QR aussi. C'est une question qui est assez ouverte. Les gens pensent que oui ou pensent rien pour le moment? Oui, d'accord. Oui, non, c'est Hodge simpliste, Hodge absolu qui dit ça, oui. Au moins dans les cas géométriques. Le lieu de Hodge, comme tu nous as expliqué, cette nouvelle approche, cette nouvelle stratégie, on parle de minimalité. Si j'ai bien compris, la définissabilité, il y a de la finitude partout. Je ne comprends pas où on attrape le dénombrable. Ah, c'est... Non, je pense... c'est ici, en fait, il y a
il y a une quantité dénombrable de tels espaces qui apparaissent. Quand tu fais ça. Ouais. Je sais pas si C'est que chacun a été. chacun est ouais. Chacun est un projet fait comme un sous réalité fermée. Absolument, oui. Ouais. Et par contre, Donc il n'y a pas de topologie quand on devient infiniment. Non. Peut-être si on pense à des points SEM sur une famille de courbes elliptiques, dès que tu fais varier les corps SEM, tu vas faire varier les groupes. Donc il y a vraiment une quantité infinie. Et si on regarde ces lieux, vous connaissez les lieux réduits. Oui. Mais si on peut aussi donner peut-être une structure schématique, parce qu'on peut prendre les sous-espaces analytiques non réduits sur lesquels on peut étendre certaines classes de type PP. Alors est-ce que ça c'est algébrique aussi dans certains sens? Bon, alors ça c'est pas du tout fait dans les premiers papiers. Donc là, il parle que d'espaces réduits. Une partie importante du papier de Baker, Brimbard, Timmermans, c'est traiter les cas non réduits aussi, et étendre par exemple le théorème de Chow, etc. Donc j'imagine qu'avec ça, on peut pouvoir étendre les résultats. Je ne sais pas dire oui ou non tout de suite, mais je pense qu'on peut répondre à la question. Oui, je vais réfléchir. Merci.